Bonsoir. Au sommaire de ce journal, demain 7 juin sera célébrée la journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments. En Guinée, un accent particulier sera mis sur les dangers des aliments de mauvaise qualité ou avariés pour la santé publique. Il sera également fait dans ce journal un zoom sur la cité du Niger à Farana, un patrimoine national qui tombait en ruine mais qui bénéficie aujourd'hui d'une réhabilitation grâce au chef de l'État, professeur Alpha Condé. Enfin, si vous avez soif de découverte, surtout sur l'histoire de la Guinée, faites un tour au centre culturel franco-guinéen où a lieu en ce moment une exposition sur l'histoire de la Guinée de 1895 à 1960. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Je vous le disais à l'instant, la journée du 7 juin sera désormais dédiée à la sécurité alimentaire des aliments dans le monde. Elle sera célébrée demain dans notre pays avec un accent particulier sur les répercussions des aliments contaminés ou de mauvaise qualité sur la santé publique. Je vous invite à suivre la déclaration de Thibou Camara, le ministre d'État en charge de l'industrie des petites et moyennes entreprises. Une déclaration commentée par Abdul Karim Kamara. Selon l'OMS, chaque année, une personne sur 10 tombe malade suite à la consommation d'aliments contaminés. Des contaminations dues aux bactéries, virus, parasites et substances chimiques. Pour y faire face, des sensibilisations sont nécessaires sur l'importance et les bienfaits des nourritures favorables à la santé. Cet élan a permis l'élaboration par le Codex Alimentarius des normes alimentaires mondiales. Cette année, le monde entier célèbre pour la première fois la journée de la sécurité sanitaire des aliments. Ces normes sont fondamentales pour garantir que les denrées alimentaires partout soient sûres et de bonne qualité. C'est pourquoi la Guinée, notre pays, a adhéré à la commission du Codex Alimentarius. Et mon département a créé le Comité national du Codex CNC pour faciliter les échanges d'informations scientifiques et les relations de travail efficaces entre la commission du Codex Alimentarius et les autorités nationales. Au-delà du secteur de la santé publique, la sécurité sanitaire des aliments est aussi une question de développement, d'économie et de commerce. Le contexte actuel de l'économie mondiale est marqué par la prise en compte effective du concept qualité dans les échanges commerciaux de tous les biens et services et la loyauté dans les transactions commerciales. Le thème retenu cette année est « La sécurité alimentaire des aliments, c'est l'affaire de tous ». Depuis quelques années, le programme mixte FAO-OMS du Codex tente de rendre efficaces les systèmes de contrôle, d'inspection et de certification des denrées alimentaires, notamment l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires selon les accords de l'Organisation mondiale du commerce. Et je voudrais donc saisir cette occasion, au nom de son Excellence, professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, de son Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Ibrahima Kassori Fofana, et de tout le gouvernement exprimer les sentiments de reconnaissance à l'endroit de tous nos partenaires au développement. Bien sûr, la FAO et l'OMS qui, sensibles aux problèmes de nutrition et de santé des populations, ne cessent d'apporter leur appui et contribuer au renforcement des capacités et des compétences des acteurs de la chaîne de valeur de l'alimentation. La salubrité des aliments est une responsabilité commune. J'invite alors tous les décideurs politiques, les membres du gouvernement, les chefs d'entreprise, les producteurs, les partenaires techniques et financiers, la société civile et l'ensemble de la population à accorder un regard attentif à la question de la sécurité sanitaire des aliments. Ce combat a donc tout son pesant d'or, car l'OMS estime que les aliments contaminés sont responsables de plus de 200 maladies allant de la diarrhée au cancer. Pour rappel, la célébration de cette journée est instituée par la résolution 73-250 de l'Assemblée générale des Nations unies.
L'Institut supérieur des mines et géologie de Boké explore les possibilités de nouer un partenariat avec l'Université des mines et de la technologie d'Accra, c'est au Ghana. Une rencontre entre les cadres de ces deux institutions d'enseignement supérieur de la sous-région vient de se faire dans notre pays. Lancé Koulibaly. Le renforcement des capacités des enseignants et étudiants préoccupe les responsables de l'Institut supérieur des mines et géologie de Boké. La mission de prise de contact et d'échange avec l'Université des mines et de la technologie de Takwa Ghana s'inscrit dans cette dynamique. Il s'agit de promouvoir les compétences et améliorer les capacités de cette institution. Cette démarche qui cadre avec les objectifs du ministère de l'Enseignement supérieur vise à renforcer les compétences des cadres et apprenants à travers des échanges entre les deux institutions d'enseignement supérieur. Notre mission en Guinée aujourd'hui, c'est vraiment voir comment ces institutions peuvent travailler en collaboration. Et nous nous retrouvons aujourd'hui à l'Institut des mines et de géologie de Boké. Et nous voyons voir comment signer un MOU dans une mission de collaboration, de mobilité entre les enseignants et étudiants, de partage des ressources, comment l'appelle-t-on, humaines et de documentation également, et aussi penser à la mobilité des étudiants ainsi que les enseignants. Et nous avons eu des échanges très fructueux avec nos collègues ghanéens et nous avons identifié plusieurs pistes de collaboration, notamment la mutualisation de nos compétences en enseignement et en recherche dans le cadre justement de la mobilité des enseignants et des étudiants. Donc nous trouvons que c'est des opportunités immenses pour nous, parce que ça revient résoudre aussi une problématique qui s'inscrit dans notre projet de centre émergent financé par la Banque mondiale. Dans ce projet, il est, si vous voulez, obligatoire d'avoir un réseautage sous-régional qui constitue des indicateurs de décaissement. Donc avec nos partenaires ghanéens, nous avons des partenaires de plus, mais aussi ça va nous permettre également de renforcer les compétences de certains anciens chercheurs de l'Institut, justement en langue anglaise. À en croire les autorités de l'Institut supérieur des mines et géologie de Boké, un accord de partenariat sera signé les jours à venir entre les deux institutions. L'objectif étant de rendre l'Institut de Boké plus performant et compétitif. Jusqu'ici, l'on débattait des questions de l'entrepreneuriat avec des diplômés à la quête d'un emploi. Une nouveauté prend forme, celle d'en discuter bien avant l'obtention des diplômes avec des lycéens par exemple, pour leur permettre d'être près davantage. Des jeunes y ont réfléchi et ont lancé un concours start-up lycée Goutina. Tout un processus que nous fait découvrir ce soir notre reporter Tiernos Mandialo. C'est un cours un peu spécial qui est développé pour ces lycéens après les heures de cours hors des salles de classe dans les murs d'une start-up en banlieue de Conakry. Au contact d'un jeune entrepreneur, les lycéens apprennent les rudiments pour la création, le développement d'une entreprise. Le but est de stimuler le goût d'entreprendre chez ces lycéens et mieux les préparer à affronter un avenir dans lequel l'entrepreneuriat apparaît de plus en plus comme la clé de la réussite pour éviter le chômage. L'objectif, c'est de présenter leur idée sur laquelle nous avons travaillé pendant ces 3 semaines. Et l'idée porte sur la culture hors sol, également la floriculture. Après la compréhension de l'univers de l'entrepreneuriat, les jeunes initient des projets et les mûrissent avec l'appui d'un entrepreneur coach. Du numérique à l'agrobusiness, les lycéens font montre de créativité et pensent déjà à créer des micro-entreprises, à devenir entrepreneurs. Dans quelques jours, ils vont présenter ces projets dans le cadre d'un concours interscolaire, une présentation qui se prépare elle aussi parallèlement. Je suis en train d'avoir des opportunités aujourd'hui que les autres n'ont pas eu. Déjà, je suis au lycée, je suis dans une compétition d'entrepreneuriat zone et je suis avec les coachs qui m'aident à développer mon esprit inventif et créatif.
Encourager l'esprit d'entrepreneuriat auprès des adolescents, c'est l'objectif que se fixent des jeunes réunis au sein de l'association Horizon d'Afrique avec ce projet qu'ils ont dénommé Goutina. Goutina veut dire, c'est un mot guerrier qui veut dire à se revoir. Donc Goutina est un ensemble de programmes d'accompagnement des jeunes élèves, lycéens et étudiants guinéens. C'est valoriser les lycées de la Guinée au cœur de l'écosystème entrepreneurial. Au total, 10 projets issus d'élèves de 10 lycées publics et privés de Conakry sont présentés lors de cette finale de Start-up Lycée Goutina. Les élèves du lycée Mahatma Gandhi décrochent le premier prix avec leur projet de toilette mobile. Notre motivation est simple. Comme je l'ai raconté dans mon histoire, je l'ai moi-même vécu. C'est de là est partie l'idée. Parce que nous avons su que c'était un vrai problème pour tout le monde. Alors comme nous avons dit que pour entreprendre, il faut trouver un problème et chercher la solution. En situation de classe, il est très facile de faire apprendre aux enfants ou d'apprendre l'entrepreneuriat que d'attendre juste à la fin de sa formation pour se lancer dans ce monde entrepreneurial. La promotion de l'entrepreneuriat jeune est aujourd'hui encouragée pour aider à résorber le chômage et à favoriser l'auto-emploi. Avec le projet Goutina, une tribune est offerte aux jeunes lycéens pour se former et décrocher des opportunités afin de réaliser leurs rêves dans le domaine de l'entrepreneuriat. Avant de continuer, ce communiqué qui vient de nous parvenir à l'attention des propriétaires et transporteurs de camions poids lourds en Guinée. Le ministère des Travaux publics informe les propriétaires et transporteurs de camions poids lourds que l'étape de la sensibilisation pour la lutte contre la surcharge routière est arrivée à sa fin le 31 mai 2019. La phase de la lutte contre la surcharge routière en collaboration avec Afrique Paysage Guinée, SA, assistée par la brigade de la gendarmerie routière, est ainsi entrée dans sa phase active depuis le samedi 1er juin 2019. Par conséquent, tout contrevenant à cette mesure s'exposera au paiement d'une amende telle que prévue par les textes en vigueur. Le refus d'obtempérer expose également le transporteur à payer d'autres amendes supplémentaires. Soyons citoyens, protégeons nos routes, signé Moustapha Naïté, le ministre des Travaux publics. Autre sujet d'actualité, la célébration de la journée africaine des frontières, une journée née de la deuxième réunion des ministres africains en charge des frontières en 2010 à Addis Abeba. Cette année, l'événement est axé sur la recherche de solutions durables aux déplacements forcés sur le continent. Suivez cette déclaration du ministre de l'administration du territoire, une déclaration commentée par Mohamed Lamine Camara et Mamadou Saliouba. Bâti sur une superficie de 1000 m² au centre-ville de Farana, les travaux de réhabilitation et de modernisation de la cité du Niger sont estimés à 85%. Ce complexe hôtelier est à la fois touristique et résidentiel. Construit et inauguré par feu Ahmed Sékou Touré en 1980, c'est ici où se tenaient les sommets des chefs d'État de 9 pays membres de l'autorité du bassin du Niger. Après le décès du père de l'indépendance guinéenne, la cité du Niger a connu une dégradation très poussée. Aujourd'hui, c'est le président de la République, professeur Alpha Condé, qui s'est impliqué dans la rénovation de cet établissement qui présente à ce jour un visage attrayant et confortable. Après la mort du président M. Touré, les choses ont été abandonnées. Mais vraiment aujourd'hui, le président de la République, chef d'État, professeur Alpha Condé, le bâtisseur, a relancé les choses. Il a pris la roue où le président M. Touré l'a laissé. Et vraiment, la cité est en train d'être rénovée d'une manière aussi extraordinaire que l'ancienne manière. Une fois les travaux achevés, la cité du Niger comportera 9 cases, des restaurants, une salle de conférence de 500 places, une fontaine, des paillotes, une clôture et des routes d'accès aménagées. Cette œuvre est saluée par les populations locales. C'est un continuateur des œuvres du camarade Ahmed Sékou Touré en termes de panafricanisme. Parce que hier, la Guinée a participé à la libération des colonies en Afrique. Mais aujourd'hui, grâce à la présidence du professeur Alpha Condé, il a changé
le système de gestion de l'organisation continentale. Et franchement, toute l'Afrique a apprécié la gestion de la Guinée et aujourd'hui l'Afrique va sur un bon pas. Située au bord du fleuve Niger, dans la commune urbaine de Farhana, la cité du Niger pourra recevoir d'éminentes personnalités venues d'ailleurs, un symbole vivant des œuvres de la Première République. Voilà, vous venez plutôt de suivre le reportage sur la cité du Niger qui a fait peau neuve grâce au président de la République, professeur Alpha Condé. Je vous parlais tantôt de la célébration de la journée africaine des frontières, une journée née de la deuxième réunion des ministres africains en charge des frontières en 2010 à Addis Abeba. Cette année, l'événement est axé sur la recherche de solutions durables aux déplacements forcés sur le continent. Suivez cette déclaration du ministre de l'administration du territoire, une déclaration commentée par Mohamed Lamine Camara et Mamadou Saliouba. La célébration de la journée africaine des frontières marque la volonté des États du continent à renforcer l'unité africaine, mais aussi à bâtir un espace continental sans discrimination entre les peuples. Cette année, la journée est axée sur la recherche de solutions durables aux déplacements forcés sur le continent. L'Afrique a souffert de la colonisation dont les contingences ont occasionné la discrimination, la division des Africains, les replis identitaires qui ont exacerbé les contradictions internes et créé un espace africain favorable à l'émergence d'une Afrique sans repère historique, transformée en champ de bataille pour la conquête des intérêts. Justement, c'est au regard de ces séquelles persistantes que la communauté internationale africaine considère la journée du 7 juin 2019 comme une journée de réflexion et d'action pour la mise en œuvre des recommandations et résolutions de l'unité africaine. Cette journée est l'occasion d'inviter les États du continent à œuvrer en faveur de la résolution pacifique des conflits, mais aussi à la promotion de la cohabitation pacifique. Le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, à travers la Direction nationale de la réglementation administrative et des frontières, a initié 22 missions sur le terrain relatives à la sensibilisation des populations frontalières et à la reconnaissance technique des éléments physiques des frontières. Une loi sur l'asile en République de Guinée, des contacts avec les autorités frontalières maliennes, sénégalaises, ivoiriennes et léonaises, le tout dans la perspective d'amorcer une opération de délimitation et de démarcation. La journée africaine des frontières découle de la deuxième conférence des ministres africains en charge des questions des frontières tenue en 2010 à Addis Abeba. On retourne à Farhana, plus précisément dans le village Djalonké de Tambaya. Là-bas, la famille Kera est détentrice des secrets pour dompter les serpents. Kalo Moussa est aujourd'hui l'un des gardiens de ce pouvoir, un pouvoir qui lui permet, tenez-vous bien, de partager sa chambre avec ses reptiles et même de soigner les personnes victimes de morsures. Suivez ce reportage de Ansouman Toumani Camara. À 42 km de Farhanaville, la localité de Tambaya. Dans ce village Djalonké, la famille Kira, depuis toujours, détient le secret d'apprivoiser le serpent. Le père de famille, Kalo Moussa Kira, très connu dans la contrée, partage sa chambre avec les serpents, une dizaine à ce jour. Ici, les cérémonies de réjouissance sont une occasion d'exhibition de ces reptiles funestes. Les enfants Kira, filles et garçons et de tout âge, font montre de courage à perpétuer la tradition. Je n'ai nullement pas peur du serpent. C'est le totem de la famille. Je peux même soigner les morsures de serpent. Le secret de dompter le serpent est transmis de génération en génération dans la famille Kira de la communauté Djalonké. Mais comment cette connaissance singulière est transmise aux enfants? Nous sommes nés dans ça, pas d'apprentissage ni de maître. Dès qu'un enfant prend un peu de l'âge, le père l'appelle avec sa maman et nous envoyons l'enfant à la recherche de l'arbre de l'ancêtre. S'il est de mon sang, l'enfant reviendra sans difficulté avec la feuille médicament.
La fidélité conjugale pour donner l'opportunité à sa progéniture de disposer le secret de dompter le serpent. Chaque mère est soulagée de voir son ou ses enfants tenir le reptile avec joie. Au-delà de ce pouvoir de maîtrise du reptile, Khalo Moussa Kira s'investit aussi dans le traitement des personnes victimes de morsures de serpents. Il y a combien de temps ça fait? À notre arrivée, mon enfant ne mangeait pas et souffrait beaucoup. Mais aujourd'hui, grâce au traitement de Khalo Moussa, il retrouve sa santé. Depuis des années, la concession du charmeur de serpents ne désemplit pas. Aussi, l'homme est sollicité à travers la sous-région pour aller dénicher les méchants reptiles. Et des cases disciplinaires existent à cet effet pour des serpents condamnés à des peines différentes. Et puis, si le cœur vous en dit, l'exposition La Guinée en carte postale a lieu en ce moment même au Centre culturel franco-guinéen. Vous pourrez y retrouver l'histoire de la Guinée de 1895 à 1960, une histoire retracée par le Centre international de recherche et de documentation. Hassan Ilal Silla. La Guinée en carte postale, c'est l'exposition photo que s'apprête à voir la petite Dridi et ses camarades à l'espace Sorikandja Kouyaté. Ce qu'elle ne sait pas encore, c'est qu'elle va découvrir les images les plus authentiques et les plus anciennes de la Guinée, ses régions ainsi que les habitants qui la composent. Notre petite et ses collègues sont émerveillés de contempler leur pays à travers ces cartes sous ses formes les plus anciennes. Ça m'a ému, ça m'a fait du bien, ça m'a rappelé des choses. Oui, j'ai reconnu des endroits de Conakry et cette exposition m'a ému. Il y avait des anciennes choses que nos ancêtres, j'ai vraiment aimé. À travers cette exposition, la Guinée en carte postale, c'est plus de 600 images qui ont été collectées. Il s'agit de valoriser le patrimoine culturel et historique national. Avec Abdourahmane Pelel Diallo, guide de l'exposition, c'est une découverte que ces jeunes font sur l'histoire architecturale, sociale et culturelle de la Guinée. Cette carte a ceci de particulier qu'elle montre des jeunes Konyagi. Des jeunes Konyagi qui ont fait le déplacement de Yukunkun à Mamou, rien que pour recevoir le ministre des colonies. La deuxième carte, c'est une famille Soussou. Vous savez, les Soussou étaient toujours renommés à cause de leur élégance. Donc même pendant cette période coloniale, les Soussou étaient très élégants. Il suffit de regarder les femmes, avec ces pagnes, on devine les couleurs des pagnes, on devine les bracelets qu'elles portent, les chaînes peut-être en or qu'elles portent au cou, et surtout les coiffures en velours. Les initiateurs de cette exposition ouverte depuis le 28 mai dernier ont tiré les images de l'œuvre Inventaire général des cartes postales de Guinée, allant de la Guinée française période 1895-1958 et la République de Guinée 1958-1960 de Philippe David aux éditions Sepia. Donc cette exposition est faite justement pour valoriser ces cartes postales que nous avons achetées, donc il y a en tout près de 600. Nous avons aussi contribué à publier un répertoire de ces cartes postales qui existe et qui est d'ailleurs en vente. Ça s'appelle le répertoire donc sur les cartes postales de la Guinée. Et donc ici, cette exposition est composée d'à peu près 125 cartes. Donc nous avons voulu exposer ici au centre culturel. C'était pour nous une manière de montrer à la population guinéenne comment étaient les architectures, comment étaient nos parents, l'habillement et tout, mais surtout transmettre cela à la jeune génération. De cette visite, Dridi et ses amis sortent avec plein d'enseignements, ainsi que des images qui leur permettront de comprendre les mutations de leur pays. L'exposition reste encore sur les murs du Centre culturel franco-guinéen jusqu'au 15 juin pour satisfaire la curiosité du public de la capitale.
On enchaîne avec cette actualité sportive. La campagne de collecte de fonds pour soutenir le Syli national de Guinée se poursuit à Conakry. La Banque centrale de Guinée et l'Union des forces démocratiques de Guinée apportent à leur tour leur part de contribution à notre équipe nationale qualifiée pour les phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. Diaraï Diallo. À quelques jours du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations de football, les soutiens se multiplient pour accompagner notre équipe nationale engagée dans cette compétition africaine. Personnalités et institutions se mettent en ordre de bataille pour exprimer volontairement leur attachement à la patrie ou leur solidarité à travers le Syli. Cette fois-ci, c'est la Banque centrale et d'autres partenaires qui ont donné leur contribution. Des donateurs qui se disent très enthousiastes en effectuant ce geste. C'est pour nous donc un plaisir. Au-delà du plaisir, c'est un devoir. Nous ne sommes pas obligés, mais nous nous obligeons. C'est une obligation que nous mettons sur nous-mêmes. Au-delà de l'obligation, c'est la fierté. C'est cette fierté légitime qui nous anime, qui nous amène à nous soumettre à cette obligation d'essayer d'apporter notre modeste contribution. Le geste qui est derrière cette enveloppe est encore beaucoup plus grand. L'intention qui est derrière cette enveloppe est plus grande et les prières qui sont derrière cette intention sont encore beaucoup plus grandes. L'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, est le deuxième parti politique à contribuer financièrement pour l'équipe nationale. Ce parti s'engage à soutenir nos représentants à la CAN Égypte 2019. Et tous les Guinéens prient pour son succès. J'ai vu combien de fois les Guinéens étaient émus lorsque nous avons été qualifiés pour participer à cette CAN. Ce n'est certes pas la première fois, je pense, mais cette fois-ci l'espoir est grand à raison du parcours que vous avez rappelé du Syli dans les exercices de qualification. Donc c'est tous les Guinéens qui sont heureux et fiers de leur Syli national et qui ne manqueront pas, je suis convaincu, de prier pour son succès. La cité minière de Kamsar constituera la prochaine étape. Le comité tient à rencontrer toutes les entités désireuses d'accompagner l'équipe nationale pour une bonne représentativité en Égypte et pour la conquête du trophée continental. Voilà qui met fin à ce journal. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Demain, vous serez avec Maferen Camara. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Bonsoir chez vous.